merci à toutes et tous d'être venus. Bienvenue à Londres, pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Voilà, du coup, ce soir, j'imagine que vous êtes au courant, donc on va faire un échange autour du catalogue et de l'exposition VIH/SIDA, l'épidémie n'est pas finie. L'idée, évidemment, c'est pas de parcourir ou de voir l'ensemble de l'expo et du catalogue qui sont très riches, mais on va dire à travers les différentes personnes qui vont prendre la parole ensuite, c'est je pense d'avoir un aperçu de cette richesse, comme on a dit, des paroles diverses qui vont se succéder ce soir, et bien sûr on va largement prendre le temps d'échanger tous et toutes ensemble. Voilà, et sur ce, Renaud, à toi. Ok, merci beaucoup Gilles. Donc moi c'est Renaud Chantraine, je suis anthropologue. Je viens de terminer ma thèse sur les enjeux de transmission de la mémoire du VIH et de sa mise en musée. Et je suis un des 8 commissaires de l'exposition VIH/SIDA, l'épidémie n'est pas finie, qui a lieu jusqu'au 2 mai au MUSEM. Je vais vous présenter un petit peu les personnes qui sont autour de moi. Donc il y a Natacha Cauvin, qui est l'une des coéditrices du catalogue, qui a été réalisé avec les éditions Anamosa, donc qui est là. Et je crois que tu voulais intervenir sur cette collaboration. Du coup, je te laisse vers un mot. Bonsoir à tous et toutes. Donc, je travaille aux éditions du MUSEM. Et on a rencontré le comité de suivi de l'exposition, qui était composé d'une cinquantaine de personnes d'horizons très divers. Et le premier contact, en fait, a consisté à dire qu'il allait falloir à un moment non seulement réussir à monter une exposition, mais aussi réaliser un catalogue. Et lors de ce premier contact, moi j'ai vraiment pris peur. Parce que je me suis rendu compte que les gens qui étaient là avaient vraiment beaucoup de choses à dire. Et que donner forme à tout ça allait être à la fois très compliqué et en même temps très important. Et on a suivi ensuite avec des réunions en comité restreint, donc avec les 8 commissaires de l'exposition, où on a essayé de formaliser les choses et de trouver une structure intéressante pour ce livre. Et là encore, c'était assez laborieux parce qu'on a l'habitude de faire des catalogues d'exposition dans lesquels il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, mais on a souvent, on va dire, entre 8 et 15, 20 essais dans ces catalogues. Et là, on se retrouvait avec une multitude de voix qu'il ne fallait surtout pas invisibiliser, et surtout des différentes manières de témoigner, avec à la fois des personnes qui étaient des universitaires, des gens dont c'est la thématique de recherche, mais aussi des gens qui voulaient témoigner en tant que simples personnes pour qui le VIH fait partie intégrante de leur vie. Donc ça a été assez difficile et assez compliqué de trouver un moyen de structurer tout ça et de laisser la place à toutes ces voix. Je me souviens d'une fois où justement Christophe Broca, qui est l'un des commissaires de cette exposition, m'a dit mais il faut arrêter de croire qu'on va trouver quelqu'un qui va pouvoir représenter tout le monde et faire un texte de 20 000 signes qui sera synthétique et qui donnera la vraie manière dont on veut dire les choses. En fait, il faut qu'on puisse laisser s'exprimer toutes ces voix. Donc au début, c'était un livre qui était vraiment une usine à gaz avec peut-être, je sais pas, 45 contrats d'auteur, enfin un truc qu'on ne fait jamais habituellement, des objets très variés, parce qu'il y avait des objets d'enquête collecte, on va vous parler tout à l'heure, mais aussi des affiches, des objets personnels qui du coup étaient les objets qui étaient les supports pour les témoignages de personnes qui avaient voulu que ces objets soient dans l'exposition. Donc voilà, il y avait vraiment une très grande variété à la fois de textes, d'objets à montrer. Et ça a été assez compliqué d'imaginer comment tout ça pouvait fonctionner ensemble. On a eu la chance de travailler avec les éditions Anamosa, qui ont tout de suite compris de quelle manière est-ce qu'on voulait faire ça. Et leur graphiste aussi, qui a imaginé cette brillance dans cette couverture. Au début, on avait un peu du mal à s'imaginer là-dedans, et en fait, ça fonctionne super bien. On est assez contents. On a des très très bons retours aussi sur ce point-là.
Voilà, je vais m'arrêter là. Si à la fin vous avez des questions, vous avez envie d'échanger, je suis à votre disposition. Merci Natacha. Du coup, à ma droite, Paul-Emmanuel Audin, qui est artiste et directeur d'un lieu de création à Belzins qui s'appelle La Compagnie, et Marie Basmadian, qui est intervenante au réseau Santé Marseille Sud et patiente experte. Donc je précise, on a un tout petit peu évoqué le comité de suivi et je vais y revenir, mais que Paul, Emmanuel et Marie ont participé à la fois en tant que membres du comité de suivi à l'exposition de Mucem, mais aussi ont écrit chacun et chacune un texte dans le catalogue de l'exposition. Donc en fait, on a conçu cette soirée avec l'Hydre, que je remercie pour son accueil, en 4 temps. Donc moi, je vais commencer par faire une petite introduction sur l'historique et le contexte du projet. Ensuite, Gilles et Marie vont dialoguer ensemble. Puis, Paul-Emmanuel Audin présentera une version performée du texte qu'il a écrit dans le catalogue et qui s'intitule « L'épidémie ne fait que commencer ». Et enfin, on va pouvoir ouvrir la discussion, éventuellement prolonger la discussion autour d'un verre, puisque ce soir, le bar est ouvert. Donc l'idée de ce soir, c'est aussi et peut-être surtout en fait qu'on puisse faire du lien entre les différentes initiatives qui ont lieu à Marseille autour de la lutte contre le sida, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes ici, qui sont à la fois concernées et engagées. Donc moi je serai assez court en fait. Ce que je peux dire en gros sur le contexte et l'historique de cette exposition et du coup de son catalogue, c'est qu'en fait le projet prend forme, remonte plutôt, bien avant l'ouverture du Mucem qui est à Marseille en 2013. Le lieu où s'est jouée la rencontre, en fait, ou plutôt les premières rencontres entre un musée où travaillaient des anthropologues et des associations de lutte contre le sida, c'est un musée qui s'appelait le Musée national des arts et traditions populaires, qui est en fait l'ancêtre du Mucem, qui a fermé ses portes à Paris en 2005. En fait, ce qui se passe dans ce lieu, c'est que dès le milieu des années 90, il y a un petit groupe d'anthropologues, dont 3 sont commissaires de l'exposition, Françoise Lux, Stéphane Abriol et Christophe Broca, qui a été mentionné par Natacha, qui organisent une série de débats autour des questions de mémoire, de la mémoire du sida, et des rituels de deuil qui sont associés à cette épidémie. Et par rituel de deuil, je pense notamment à des objets en fait, qui sont liés au patchwork des noms. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, mais il y a une salle dans l'exposition qui est consacrée à ces objets qui sont des panneaux, des carrés de tissu mémoriels. Donc ça commence en 94 en fait. Voilà. Donc pour avancer un petit peu dans le temps, et c'est pour dans un premier temps des rencontres qui ont lieu au musée, mais il n'y a pas d'enjeu de mise en musée des objets. Si on avance un peu dans le temps, en fait, au début des années 2000, c'est-à-dire quelques années en fait, après l'arrivée des trithérapies, ce même groupe d'anthropologues qui travaillent au musée va décider, en lien avec les associations, de lancer une grande collecte d'archives et d'objets sur les mémoires de la lutte contre le sida, et Natacha l'a aussi évoqué. Donc pourquoi une collecte d'objets et d'archives à ce moment-là en fait ? Parce qu'au début des années 2000, en fait, après l'arrivée des trithérapies, il y a un constat qui est dressé à la fois par les anthropologues et par les associations, un constat et un besoin, en fait, que les associations avaient parfois du mal, et souvent même, à conserver leur propre mémoire. Notamment, pour une raison simple, c'est que les associations ont souvent autre chose à faire que de conserver la mémoire, c'est-à-dire ont d'autres urgences, en fait, que le retour vers le passé, d'autres urgences au présent. Donc cette cette collecte, elle a été très importante puisqu'elle a permis de rassembler plus de 12 000 objets et documents dans une quarantaine de pays d'Europe et de la Méditerranée. Donc si je dis tout ça, en fait, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est aussi parce que dans le catalogue, en fait, Françoise Lux et Stéphane Abriol ont écrit des petits textes sur fond noir.
comme celui-là, qui racontent finalement leur expérience de la collecte, leur rapport avec les associations. Donc là, page 106-107, Françoise Lux raconte sa venue à Marseille et sa rencontre avec Tati Ninja, donc, qui est l'une des fondatrices du Tipeee, association de réduction des risques, qui a été créée à Marseille en 1994. Ou bien, un autre exemple, page 176, c'est Stéphane Abriol, donc, qui est un des deux responsables de la collecte, qui parle de la collecte des traitements de lutte contre le VIH, sachant qu'il a lui-même réalisé en 2004, à partir de ses propres médicaments, un triptyque qu'il a appelé « Le nécessaire de survie du séropositif au VIH ». Et c'est un objet qui est présenté également dans l'exposition du MUCEM. Donc voilà, en gros, ça c'est la première partie de l'histoire, et si on peut dire, c'est un peu la préhistoire de ce projet d'exposition. Voilà. Donc maintenant, je vais juste donner quelques éléments en fait, sur la manière dont on a, à partir de ces objets qui ont été collectés au début des années 2000, dans l'ancêtre du MUCEM, la manière dont on a essayé de construire une exposition. Donc le MUCEM, il ouvre ses portes à Marseille en 2013, et à partir de 2015-2016, en fait, on commence à se réunir à plusieurs. La liste des commissaires est dans le catalogue, et je ne vais pas la développer in extenso, mais en gros, avec notamment Vincent Douris qui travaille à SIDAction, ou avec Sandrine Musso, qui était une anthropologue qui a travaillé sur l'articulation entre la question des politiques migratoires et la question du sida, et qui connaissait très bien en fait, le tissu associatif marseillais. Donc en fait, on commence à se réunir à ce moment-là, et on mesure tout de suite qu'on ne peut pas faire une expo sur le sida comme on fait une expo sur Jeff Koons ou sur Picasso. On se dit qu'il y a un enjeu en fait, qui est très important, de travailler avec des personnes qui sont engagées dans ces luttes, notamment localement, et que par ailleurs, il y a toute une série d'étapes de réflexion collective qui sont nécessaires avant de se lancer dans l'écriture très concrète du scénario de l'exposition ou dans le choix de la liste d'œuvres qui vont être exposées dans l'exposition. Donc en 2017, la manière dont on procède, c'est qu'on va diffuser un appel en fait, pour former un comité de suivi dont les deux co-intervenants étaient membres. Et dans la foulée, on va aussi lancer un cycle de journées thématiques qui ont lieu au MUCEM et qui ont été enregistrées, qui sont disponibles en ligne. Par exemple, sur la question des espaces de la lutte contre le sida, sur la question des représentations publiques de l'épidémie, ou encore sur la question des traces, des mises en récit et du témoignage. Et c'est des thématiques qui structurent assez bien le catalogue comme l'exposition. Donc en tout, en fait, c'est comité de suivi plus intervenantes aux journées d'études, c'est plus d'une centaine d'acteurs et actrices de la lutte contre le sida, enfin des luttes contre le sida, ou des luttes associées à la lutte contre le sida, donc personnes vivant avec le virus, des professionnels de santé, des militants et des militantes associatifs, ou encore des chercheurs, des chercheuses qui ont réfléchi au contour en fait, de cette exposition. Donc en fait, voilà, ça c'est, enfin, on peut revenir, si vous avez des questions un peu plus tard en détail sur des points précis, mais c'est une espèce d'introduction générale. Et pour finir, voilà, en fait, je dirais qu'on a un peu essayé de faire en sorte que le catalogue comme l'exposition soit finalement le reflet de cette diversité d'ancrage et d'engagement, comme d'une espèce de volonté collective de ne pas reléguer l'épidémie au passé. Le plus possible, on a cherché finalement à ce que ces objets et ces archives qui sont montrés soient mis en regard avec des témoignages au présent qui racontent des combats des différentes communautés affectées. Voilà. Je vais laisser la parole à Marie. Est-ce que tu restes là, Gilles? Je sais pas, je me mets à côté de vous ou pour le débat? Qu'est-ce qui t'arrange? Moi, ça m'est égal, tu peux rester là où tu es. Moi, je veux ça. Donc, un des aspects, voilà, c'est pas, je veux dire, l'expo en tout cas, voilà, c'est vraiment sur le regard social, politique du VIH, de l'épidémie. Une des caractéristiques de cette
mis, c'est l'invisibilité de la question des femmes séropositives. Et donc il y a plusieurs contributions là-dessus dans le catalogue, le livre, je ne sais pas comment l'appeler. Et donc dans ta contribution, Marie, qui s'appelle L'autre face de la sérophobie, alors tu as une contribution dans ce texte, dans ce catalogue. Tu fais aussi partie on va y revenir, tu fais partie aussi pour les personnes. Il y a une expo qui vient d'être inaugurée là, ce soir à la mairie 7, qui s'appelle Encore heureuse, portrait de femme porteuse du VIH. Et du coup, tu es une des personnes, en tout cas, ta contribution, c'est une des contributions qui a permis cette expo et qui a permis la lecture musicale, qui a déjà donné lieu à une lecture au MUSEM. Il y aura une nouvelle lecture, on y reviendra, il y a plein d'infos. Il y a une nouvelle lecture qui aura lieu le 17 mars au Théâtre de l'Œuvre. Une lecture musicale. Lecture musicale, ouais. Donc, à travers ces différentes contributions, tu racontes qu'en 1986, lors d'un test de dépistage pour un suivi de grossesse, tu apprends donc, que tu es séropositive et tu racontes que, en fait, là, l'invisibilité, elle est là, je crois, tu corresponds à aucun des... Alors, à l'époque, c'est plus d'actualité, mais à l'époque, on parlait des 4 H, homosexuel, héroïnomane, d'origine haïtienne ou hémophile. Et pour la petite anecdote, le corps médical semble rassuré parce que tu expliques que ton compagnon il est artiste. Alors je dis oula, ça y est, là on rentre, on est un peu, voilà, on n'est pas si perdu que ça dans les catégories. Et un des trucs marquants de ton texte, tu vas parler de, tu vas dire que le corps médical t'a désenfanté. Et je voulais bien que tu expliques ça. Oui, c'est la première fois que je voyais ce terme. Et assez chargé, j'imagine. Enfin, tu en parles et je voulais bien que... c'est très intéressant, effectivement. Désenfanté, je l'emprunte à la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury, qui, dans son livre Le soin est humaniste, qui est dans la collection Tract Gallimard, qui a été publié en mai 2019. Donc, cette philosophe a repris à son compte un mot de l'une de ses patientes qui avait perdu un enfant. Et donc, moi, je me suis approprié aussi ce terme parce que je trouve qu'il est très juste dans le sens où, effectivement, pendant les premières années du VIH en France, toutes les grossesses étaient soumises à une injonction du corps médical, à savoir qu'on ne pouvait pas enfanter parce qu'on risquait déjà de mourir. On disait qu'on allait mourir encore plus vite. Enfin, déjà, on devait mourir, mais on serait à même de mourir encore plus vite et que l'enfant ne serait pas viable, quoi. Et donc, c'est un terme que je trouve très juste et que je me suis approprié, quoi. C'est pour ça que je l'ai utilisé dans l'exposition qui est à voir à la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille, quoi. Et du coup, un terme où c'est un néologisme, mais ça va accompagner une bonne partie de ta vie, en tout cas. Exactement. Tu le racontes, je crois. On vous laissera découvrir, en tout cas, on peut échanger aussi, mais tu t'expliques en tout cas qu'il y a différentes, pour résumer, différentes étapes dans ton parcours qui ne résument pas, bien sûr, pas toute ta vie, mais de femme séropositive. Et j'avais envie que quand j'ai parlé d'invisibilité tout à l'heure, que tu dises comment ça s'est traduit pour toi. Et je voudrais juste citer, il y a une autre contribution sur le sujet de Catherine Capusta-Palmer. Et j'ai retenu dans son contribution, elle évoque 2 slogans. Elle dit « Les femmes n'attrapent pas le sida, elles se contentent d'en mourir ». Donc des slogans de cette époque des années 80-90. Et « Nous ne sommes pas que des ventres ». Et je voulais te poser la question, comment cette invisibilité, comment elle s'est traduite pour toi, comment toi tu l'as vécue? Oui, alors en fait il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase de l'ombre où j'étais dans le silence total. Il n'y avait que mon mari qui était au courant de ma séropositivité. C'était à l'époque quelque chose qu'on ne pouvait pas dire, même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ne peuvent pas le dire. Et donc j'étais dans l'ombre, j'avais une activité professionnelle, je travaillais dans l'édition, dans le groupe Lagardère chez Hachette Livre, et c'était important pour moi de me cacher, quoi. Je me cachais tellement que je n'étais pas suivie dans les hôpitaux, mais dans un cabinet privé, un cabinet médical privé. Et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas dire.
c'est difficile à expliquer aujourd'hui, ça paraît bizarre de dire ça, mais à l'époque, c'était pas quelque chose qu'on pouvait exprimer, quoi. Donc là, c'était la partie ombre, et la partie lumière, c'est quand, après 7 ans où j'étais en soins, j'ai décidé, j'ai entendu parler de l'idée de devenir patiente experte, et là j'ai fait une formation à la faculté de médecine de Marseille, un certificat universitaire de formation à l'éducation thérapeutique, et donc là j'ai eu une renaissance au sens où je suis entrée à nouveau j'étais dans la lumière, où j'ai exprimé mon statut de femme séropositive, et j'ai pu, à travers les connaissances et le savoir expérientiel que j'ai pu développer, j'ai pu aider, accompagner en tout cas, plutôt qu'aider, accompagner les personnes vivant avec le VIH à travers l'association Réseau Santé Marseille Sud qui existe depuis 1993. Et voilà, donc, et ensuite, par la suite, j'ai fait un diplôme universitaire à la Sorbonne à Paris, qui est précurseur en matière de patients partenaires, puisque Catherine Tourelle-Turgis, qui est à la tête de cette université des patients, a créé donc cette entité en 2009, après la publication au journal officiel de la loi Hôpital Santé Territoire, où il était question de la mise en place de l'éducation thérapeutique dans les programmes de soins médicaux, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, donc là tu parles de ce parcours de formation, universitaire et puis de transmission, mais parce qu'à un moment tu dis que par rapport au silence, que ça peut te servir de bouclier dans ta vie, donc de protection. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que du coup tu vas rejoindre des groupes de femmes, donc il va y avoir qu'est-ce qui fait, est-ce que tu peux enfin j'imagine c'est pas une histoire de baguette magique, mais qu'est-ce qui fait que tu passes d'un truc où finalement le silence, il y a une invisibilité sociale, mais c'est aussi un truc de protection pour toi, à une démarche collective, de prise de parole, de formation En fait, ça s'est fait très lentement et très progressivement. En fait, c'est par le truchement du collectif Femmes Plus, qui est un collectif qui regroupe plusieurs associations marseillaises qui ont quelquefois des antennes nationales, donc ce soit le planning familial, le 13, le aide, à l'époque SIDA Info Service Animation, mais maintenant c'est une entité qui n'existe plus, mais SIDA Information Service est toujours bien présente sur le territoire, et également Solancy, qui accompagne les parents vivant avec le VIH, et pas que. Et donc, en participant à ces réunions, progressivement, pas à pas, je me suis intéressée à la question de la visibilité et de l'invisibilité des femmes dans l'épidémie. Et donc en 2017, à la faveur des 10 ans du collectif Femmes Plus, qui en fait était plus de 10 ans, mais enfin on avait intitulé ça les 10 ans de l'épidémie, le Corévi PACA Ouest et également il y avait le Corévi PACA Ouest, je ne sais plus quelle autre entité, qui avait, avec les sidénologistes de Provence, qui avait organisé une rencontre où là j'ai fait état un constat de l'invisibilité des femmes dans l'épidémie, en disant effectivement qu'on était peu présente dans les campagnes d'invisibilisation, dans le TASM, le traitement comme prévention, dans les essais cliniques, puisqu'il y a 11% des femmes qui sont prises en compte dans les essais cliniques. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'investir davantage et de me former pour pouvoir intervenir au niveau des femmes et aussi des personnes vivant avec le VIH. Et justement, du coup, par rapport à cette invisibilité, du coup, 86-2022, ça fait un sacré parcours, un sacré vie. Concernant cette invisibilité, est-ce que enfin, j'ai une question pas provoque, mais je pense que tout n'est pas réglé, mais est-ce qu'il y a quand même, voilà, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, les combats, est-ce qu'ils se sont déplacés?
Ou pas, Bah, le en fait, regard aussi social En fait, je pense que les représentations, elles s'additionnent comme un millefeuille. C'est vrai que quand souvent les personnes pensent qu'on est des femmes de mauvaise vie, de mœurs douteuses, des droguées, des travailleuses du sexe, et petit à petit, progressivement, ces représentations commencent à s'estomper, mais souvent la première représentation persiste et on est considéré souvent comme femme de mauvaise vie ou de mœurs douteuses, quoi. Ça reste ancré dans les représentations et petit à petit, comme je le dis dans le texte, ça commence à fondre au fil des ans, mais l'invisibilité est toujours présente. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on voit très bien, il y a une personne dans l'exposition de ce soir, hein, de femmes encore heureuses, il y a une personne qui est issue du Nigeria, et c'est une chaise vide, quoi. Hein. Et il y a même des personnes, des femmes qui font en sorte qu'on ne voit pas leur visage, quoi, hein, et qui pourtant témoignent. Donc encore en 2022, il est difficile de se montrer, quoi. Hein, et l'exposition de la mairie du 1er septième, encore heureuse, le montre bien, quoi. Et peut-être une dernière question que je ne t'avais pas transmise quelques minutes après, mais qui était... j'ai élargi un peu le sujet et je te regarde pour toi, Emmanuel, parce qu'il me semble que tu étais intervenu lors du débat au Muséum là-dessus. Il y a il me semble un des enjeux, un des nouveaux sujets, peut-être enjeux, c'est du coup par rapport au fait que les trithérapies, les thérapies, en tout cas, donc les personnes vieillissent avec la séropositivité, il y a les traitements et l'invisibilité, et du coup la question de la vieillesse, de comment on vit avec, c'est quelque chose du coup, qui n'était pas du tout abordé. Bah oui. Puisqu'avant, il y avait l'horizon, en gros, c'était la mort. Et du coup, je crois que c'est toi qui es intervenu au MUSEM là-dessus. Oui. Et du coup, je voulais savoir, vous, votre point de vue, en tout cas, votre parcours, votre vie, là-dessus, qu'est-ce que ça... Comment vous voyez ça? Ou je sais pas, les débats là-dessus, sur cette question de... Nous, au réseau Santé Marseille Sud, on a mis en place un groupe de réflexion autour du vieillissement, parce que c'est vrai qu'on ne s'imaginait pas du tout vieux, mais maintenant on l'est, en tout cas moi je le suis, et effectivement je commence à me poser la question du vieillissement, et il y a beaucoup à faire, parce qu'on le voit dans les EHPAD, il y a des refus liés au fait qu'on est atteint du VIH, donc il y a un travail à faire auprès de ces professionnels qui s'inscrit dans le grand débat de réflexion autour du traitement de la vieillesse en France, quoi. Hein, il faut l'inclure dans ce débat, quoi. Mais peut-être Paul-Emmanuel, tu as peut-être... Moi j'ai envie de parler de l'action que fait Grey Pride pour les vieux séropositifs, hein, qui organise, c'est une association de vieux PD, hein, et pour le dire crûment, et puis donc ils s'intéressent énormément à cette question. Ils ont fait un rendez-vous il n'y a pas longtemps sur la question des personnes vieillissant avec le VIH. Didier Lestrade, à la fin de l'exposition, pose la question de créer des centres communautaires pour les personnes LGBT vivant avec le VIH. Lui-même, Didier Lestrade, pose la question du vieillissement particulier qui est propre aux personnes vivant avec le VIH, qui développe plus que les autres personnes des effets secondaires. Et Didier Lestrade parle sur son blog, qui est extraordinaire, de sa perte de dents, du fait que la structure osseuse de la mâchoire n'accepte plus les dents et qu'il perd ses dents en pleine conférence. Moi, j'espère que ça ne va pas m'arriver ce soir. Donc, il y a vraiment des problèmes lourds et qui ne sont pas traités médicalement. Enfin, il n'y a pas de recherche, etc. Je trouve que Didier Lestrade, encore une fois, il est un peu stimulant et un peu toujours le poil à gratter là où il faut. Voilà. Et nous, au réseau, on a pensé qu'on pourrait peut-être, avec Grey Pride, parce qu'il y a un Grey Pride à Marseille qui est en train de se former, et qu'on pourrait se joindre à eux et travailler sur, en quelque sorte, une charte à destination des professionnels des EHPAD, mais on privilégie le plus possible le maintien à domicile ou des hébergements communautaires, quoi, comme ça se fait déjà à Paris. Hein, il y a déjà un espace qui est dédié aux personnes vieillissantes communautaires, quoi. Est-ce que
toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Non, c'est bien. Du coup, on va te laisser aux manettes. Bah, ok. Les manettes. Non, moi je voulais rajouter que l'exposition du MUSEM, c'est vraiment notre exposition pour les personnes issues de la communauté VIH. Le comité de suivi, enfin il y a 250 personnes créditées dans le catalogue, quoi. Enfin, il y a un tel silence sur l'épidémie depuis l'arrivée des trithérapies en 96, c'est le paradoxe, hein, du succès des traitements pour les pays et les personnes qui peuvent les avoir. Donc voilà. Ce que je voulais dire avant de... Donc on va passer dans le noir, je vais allumer un vidéoprojecteur. Marie, tu veux dire? Oui, je voulais... juste ajouter Ouais. par rapport au MUSEM, on a également une installation audiovisuelle qui est issue d'un film qui est en train d'être tourné. Donc il y a déjà des séquences qui ont été tournées qui sont montrées au MUSEM. Il y a des interviews de personnes séropositives. 14 personnes ont été interviewées, à parité hommes-femmes. Et il y a également une séquence de chorégraphie à l'hôpital Caroline qui est emblématique à Marseille de l'histoire de la peste. Et donc, il nous reste une troisième séquence à tourner qui sera sous la forme d'un débat. Et ce film aussi est là pour travailler sur l'invisibilité, quoi. Avant que je passe aux manettes, je vais allumer le vidéo proche, mais bon, on va être ébloui. Ce que je voulais dire, c'est que on organise à plusieurs, c'est une initiative à la fois du MUSEM, des écoles d'art, puis de l'association La Compagnie dont je fais partie. On organise, en fait, il y a un workshop dédié autour de l'exposition du MUSEM. Il y a beaucoup de workshops qui sont organisés entre les écoles et le MUSEM. Donc là, autour de l'exposition, il y a 6 écoles d'art. Je fais partie aussi de l'école d'art d'Aix. On invite l'artiste Greg Bordovitz donc pour passer une semaine de travail avec les étudiants des écoles de Marseille, de Aix, de Nice, de Toulon, de Nice et de Valence et d'Avignon. Et tous les soirs, il y a un programme public pour tous les publics. Donc le programme est à l'entrée. Il y a 3 jours, on sera au cinéma La Baleine, tous les soirs à 20h ou 20h30. Le premier jour, il y aura aussi une exposition, on ne sait pas encore quand, même si c'est dans un mois. On ne saura pas vraiment quoi, mais il y a plein de choses qui seront là, en tout cas, à Soma, donc qui est une galerie qui est à côté du cinéma La Baleine. Il y a une programmation présentée à chaque fois par des intervenants exceptionnels. Le jeudi, on sera au Théâtre de l'Œuvre, avec la formidable lecture Encore heureuse, dont il y a eu le vernissage tout à l'heure. Et puis un film que j'ai choisi qui est sur la question des femmes et du VIH, qui s'appelle Nothing Without Us, les femmes qui luttent contre le sida et qui vont faire en sorte qu'on en finisse avec le sida. Et après, il y aura un week-end au MUSEM. Donc là, c'est vraiment la programmation du MUSEM, dans laquelle il y aura Greg Bordovitz, le film Jeanne et le garçon formidable, et puis beaucoup d'autres choses, quoi. Voilà. Ok. Donc on m'a invité à contribuer pour le catalogue, et puis j'ai fait le dernier texte qui clôture le catalogue. C'est aussi lié à une histoire que j'ai avec les anthropologues du Musée des Arts et Traditions Populaires, puisque je suis présent dans l'exposition avec une intervention dans un des colloques qui a été organisé à l'époque sur l'arrivée des traitements en 97. C'est présent dans l'exposition. Et puis aussi à l'exposition Diane Beauvais avec l'installation Tout Sempre qu'on a présentée à la compagnie en 2004 avec des séances de médiation. Et puis donc c'était la première grosse exposition sur le sida à Marseille, je pense. Et puis évidemment j'ai une rencontre dont je parle un peu dans le texte, qui est la rencontre avec le film de Greg Bordovitz, Fast Trip Long Drop, qui sort en 93, donc avant l'arrivée des traitements, donc période tragique. Donc moi c'est la période où je suis acteur, de 90 à 96 à Paris. Et puis
du coup, Greg Bordovitz, qui est un des vidéo-activistes d'Act Up New York, c'est lui donc qu'on invite pour le workshop bientôt, là en mars, par rapport au titre de l'exposition qui est VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, Greg a fait une banderole à un moment dans une de ses expositions où c'est un des endroits où l'art devient activiste, avec il écrit la formule VIH-Sida, l'épidémie ne fait que commencer. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de cette formule en écho avec celle du MUSEM. Évidemment, je ne voudrais pas vous déprimer parce qu'on pourrait peut-être dire l'épidémie du corona ne fait que commencer aussi, même si on a l'impression que ça baisse aujourd'hui, mais il ne faut peut-être pas être trop naïf non plus. Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas. Je ne vais pas vous lire le texte que j'ai écrit dans le catalogue, vous pouvez le lire, c'est fait dans le catalogue. Je préfère plutôt plonger dedans avec vous, sachant qu'il est lié directement à une recherche plastique que je fais sur mon histoire avec le VIH depuis 91 et qui correspond avec le moment où j'ai commencé à m'intéresser à quelque chose de bizarre dans l'histoire du cinéma, c'est le temps à l'envers au cinéma. Et vous allez voir un peu de quoi il s'agit en fait, j'espère. Mais en fait, le nom que j'ai donné au VIH et au SIDA dans ma vie, d'une certaine façon, c'est le nom de l'envers du temps à partir du cinéma qui renverse le temps. Alors, attendez-vous à ce que je déforme, que je défigure et que je pousse du côté du monstrueux certaines figures sacrées, certaines séquences historiques, classiques de l'histoire du cinéma. Donc je vais tout déformer avec l'envers du temps, ou bien avec le VIH, je vais déformer l'envers du temps aussi. J'espère que je vais réussir à vous parler à la fois du VIH et de l'envers du temps. Donc l'envers du temps qui a été, qui est devenu un livre à un moment, mais j'espère en faire encore d'autres. Ça c'est le premier. Puis voilà. Je voudrais donc rester près du bruit de l'envers du temps, qui est un peu le bruit de la maladie. Et je voudrais juste vous dire avant quelque chose, c'est comment je me sens aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que j'ai une petite matrioshka dans ma salle de bain sur une étagère qui est cachée derrière un caillou et derrière un gros coquillage, quoi. Et elle semble très bien, toute petite, derrière son rocher. Et moi, je me demande ce que je fais là un peu devant vous, en fait, où je ne suis pas du tout caché. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup aimé, et peut-être je le referai encore, mais m'habiller en petit chaperon rouge, avec une jolie robe rouge. Je l'ai beaucoup fait pour certaines fêtes. On m'a attribué 15-20 minutes, je ne vais pas dépasser. Enfin, déjà, je suis en train de dépasser, je pense. Au lieu d'utiliser une horloge ou une montre, j'ai enregistré un canari qu'on nous a offert à la compagnie pendant 20 minutes. Voilà, donc ça sera lui notre compteur du temps. Mais c'est vraiment lié à l'idée que sans horloge, sans pendule, c'est ça vraiment vivre. Et c'est un peu ce que j'essaye de tenter, c'est un peu une expérimentation qui est liée à un film que je veux faire sur ces deux dimensions du VIH, et le rétrovirus et la rétrotemporalité.
Alors la plupart des séquences sont inversées par les réalisateurs. Donc là c'est Alice Guy, 1907, l'avenue de l'Opéra. Le virus nous parle du temps malade. L'envers du temps, c'est peut-être l'imagination de la vie, la révolte du temps contre lui-même, la révolte du désir et de l'amour contre la fatalité. « 1991, je commence à vivre avec le VIH. L'année d'après, je vais ACT UP. À la même période, je commence à me passionner pour l'envers du temps. Le ZAP contre les assurances, j'étais bien content d'y être. C'est ce qui a donné lieu à la création des conventions ERAS, des conventions pour les personnes vivant avec le VIH, mais aussi les personnes qui vivent avec d'autres pathologies graves, puissent être assurées, puissent avoir des projets dans l'avenir. Et la convention ERAS ne marche pas du tout. Il y a 5 ans, quand j'ai tenté d'acheter un appartement, l'assurance n'a pas voulu m'assurer, l'assurance de ma banque. Bon, finalement, j'ai trouvé un assureur par ma banque qui était en fait dans la même situation que moi, avec une autre maladie, et c'est pour ça qu'il était devenu assureur. Mais rien n'est fini.
1997, le cinématographe ne fait pas que copier la vie. Dès les premières séances, le programme met 2 films à la fin des séances au Grand Café, la démolition d'un mur et les bains de Diane à Milan que vous venez de voir. Le cinéma renverse le temps. C'est le premier effet spécial du cinéma. Le sida est l'effet spécial de notre époque. L'activisme d'Act-Up, dans son avant-gardisme, dans son urgence et sa vertigineuse capacité créatrice, rejoint le cinéma. Oui, ils réalisent tous deux nos fantasmes, en défiant l'ordre, la fatalité, la raison, la logique, la mort, le fascisme. N'oublie pas cela comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Parce que c'est les hommes qui n'arrivent. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pour tous nos amis meurent. Et nous, oui. À la minaise de Moscou. Pour tous nos amis meurent. À la minaise de Moscou. Nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Dans toutes les guerres, il y a des collaborateurs, le sida et les siens, ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car ils tuent plus de 10 ans des PD, les toxicos, les prostituées, les prisonniers, dans l'indifférence générale. Ceux qui en profitent pour raviver le réflexe de haine et de discrimination. Pour raviver le réflexe de haine et de discrimination. Par une espèce d'orphisme, j'ai traversé le royaume des morts dans le début de l'épidémie, dans ces années 90 qui sont des années noires. J'ai été au premier rang de l'hécatombe, j'ai traversé le royaume des morts, mais j'en suis sorti. Ce thème est littéralement exprimé dans le cinéma de Robin Campillo, par exemple dans le film Les Revenants, qui est avant tout une métaphore des morts du sida. Alors en route. Remontez le temps. Il faut que ce qui a été ne soit plus. Le cinéma n'existe-t-il qu'à remonter le temps et la mort ? Hélène Klimov, ce film de 1996 sur les massacres des villages biélorusses pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un film en fait où la temporalité est normale et vous avez cette séquence finale où Flora, ce jeune homme qui a assisté à tous ces massacres, à tous ces viols, qui est encore un enfant et qui a voulu être soldat au milieu de cette guerre. Tout d'un coup, il y a cette intrusion d'une séquence qui vient toucher non plus la narration, mais la matière même du temps.
Le cinéma n'existe-t-il qu'à remonter le temps et la mort? Marcel Hanoun. Penser renverser les idées mortes. Valère Novarina. Paradoxalement, étant aujourd'hui un survivant de l'histoire du sida, quelqu'un pour qui le sida est devenu sans menace, familier, je suis encore bouleversé par le cancer qui a emporté mon amie Sandrine Musso, co-commissaire de l'exposition au Mucem. À quoi pouvait se rattacher une personne atteinte d'un cancer alors que leur histoire n'est pas inscrite? Le sida, au moins, a une histoire politique avec une période noire et incandescente qui a fait crise dans la société. Les séropositifs ont une histoire collective au sein de laquelle leur colère, leur vie de chaque jour trouve un sens. Sandrine était une brillante anthropologue de la santé, mais toute cette intelligence qu'elle mettait au service des séropositifs et des séropositives, aussi bien sur le terrain avec les associations qu'au sein du Conseil national du sida, que n'a-t-elle pu se servir de toutes ces qualités pour elle, afin de pallier les insuffisances et les ratages de l'institution médicale et de gérer une situation complexe en période de Covid. On n'a pas réussi à faire régresser le temps du cancer avec le GOT, qui est le groupe d'amis qui l'avons soutenu pendant toute cette période. Ça a marché pour moi, pourtant l'engagement collectif avec Acteurs. Remontons plus que jamais tous les ressorts de toutes les machines à remonter le temps, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore accès au traitement, au vaccin, à une véritable médecine comme bien public. Si nous nous y prenons bien, nous pouvons retourner ce qui semble tourner contre nous. Nous pouvons précisément entreprendre de raconter depuis la fin et jusqu'au début, et c'est de nouveau pour nous l'aube du monde. Le film de Greg Bordovitz, Fast Trip Long Drop, manifeste et déploie des stratégies précises de renversement de la représentation de la maladie, mettant dos à dos l'urgence et le désespoir. 1993. Il a toujours réveillé en moi une pulsion de vie qui me porte vers l'avenir. La violence et la colère de l'art activiste culminent dans cette intervention du poète activiste Harry Blammer, où vous reconnaîtrez évidemment une allusion à Harry Kramer, qui a fondé Act Up New York. What about my needs, huh? Your own useless waste of human flesh if you can't find a cure for me! No sense of urgency! Urgency! I'm dying! Yeah. I'm dying! But all you can do is wait around hoping it'll happen sooner Rather than later. All the time with fighting as hard as he can. Well, you're not! I knew you! Well, you're not! I'm still infected! And it's all your fault.
if you're sick yourself. Fuck you. What have you done to save me? Il y a dans le sida Hi. un agent d'infiltration du corps social dans son entier. Je vous montre aussi l'intervention de Andrea Fraser. Hi. My name is Charity Hope Tolerance of the New England Tolerances. I have AIDS. I have AIDS. I have AIDS. That's supposed to shock you. I look healthy. I'm straight, white, rich. I have privilege. And I have AIDS. I have privilege. And I have AIDS. Feel sorry for me. I'm placing my privilege at risk so that an audience of people can feel bad for a few minutes. Don't worry, the camera people won't make us draw on this. The way it should be. I have things to do, as I'm sure you do. Anyway, I'm glad that we could share this moment of compassion. See, I'm not so bad. And if I'm not so bad, then those other people with AIDS, you know who I mean. We can live with them too. Can't we? Look, I have AIDS, and I'm healthy, and I'm strong, and I'm gonna fight. Yeah, hang on it. And I'm strong, and I'm gonna fight this out to the end. I'm not gonna be a burden on anyone. Don't worry. I'm brave, and I have resources, and you just relax. It's a shame, isn't it? I've got it all, and I have AIDS. Feel bad for a few more seconds. Okay, that's enough. Thank you. Bon, je crois que je pourrais continuer, mais j'ai dépassé les 20 minutes. J'entends plus le canari.